Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le mercredi 15 avril et pour comprendre comment tourne cette pauvre planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et le titre de cette chronique sera « Ceci est une mutinerie ». Oui, voilà l'expression employée par Donald Trump pour qualifier le refus de certains gouverneurs de faire redémarrer les industries, le commerce au plus vite, comme Trump le réclame. Trump qui a été le dernier à adopter finalement des mesures de protection, confinement, fermeture des transports, des industries. Il a été le dernier parmi les pays occidentaux et il voudrait être le premier à déconfiner. Au passage, il en profite pour écorcher l'OMS, l'accusant finalement d'avoir très mal géré la crise et que c'est sur des indications erronées de l'OMS que Donald Trump aurait donc tardé à prendre les mesures nécessaires. Donc tout est de la faute de l'OMS et les États-Unis vont donc cesser de cotiser au moment où l'OMS en a le plus besoin. Alors je ne dirais pas que ça aussi c'est une forme de mutinerie, non, c'est une façon de se défausser de ses propres erreurs sur une institution internationale qui naturellement n'est pas parfaite, mais enfin qui a certainement beaucoup moins baratiné son peuple que Donald Trump. Donc Donald Trump traite les gouverneurs qui ne veulent pas relancer l'activité économique de mutins, c'est quand même assez fort. Alors c'est vrai qu'il y a des États où il n'y a quasiment pas de cas de Covid-19, très peu de concentration urbaine dans des États par exemple comme le Montana, le Dakota, même une bonne partie de l'Oregon. On n'est quand même pas très peuplé si on s'éloigne de la frange côtière. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de zones aux États-Unis où on pourrait redémarrer sans mettre en danger la vie des gens. Enfin, quand vous pensez par exemple à la Louisiane, que vous pensez à la Floride, Michigan, Ohio, et je ne parle pas de la Californie, là évidemment, si on renvoie tout le monde au boulot ou dans les universités, ça va être une explosion, une deuxième vague de contamination, et naturellement une hécatombe. Alors je pense que M. Trump ne nourrit pas on va dire une tendresse particulière pour la communauté noire, qui compte beaucoup de gens obèses et atteints de diabète. Si c'était des blancs qui étaient touchés, je pense qu'ils seraient effectivement beaucoup plus sensibles aux avertissements des gouverneurs des États qui ne veulent pas relancer tout de suite. En tout cas, cette volonté de M. Trump a fait quand même grand plaisir à Wall Street, qui en a profité pour rajouter encore 2% à 3% de hausse mercredi. Et c'était d'ailleurs assez spectaculaire sur le Nasdaq, qui lui a engrangé plus 4%. Et on retrouve donc le Nasdaq à ses niveaux du 3 décembre 2019. Et on se rappelle qu'au 3 décembre 2019, on trouvait quand même le Nasdaq chèrement valorisé, voire très chèrement. Mais enfin, heureusement, on pouvait éventuellement le justifier par, peut-être une accélération de la croissance à la fin de l'année 2020, et puis une accélération en 2021 et 2022. Et puis, bien sûr, il y a les buybacks qui vont permettre d'accroître les dividendes, même si globalement la croissance n'est finalement pas aussi soutenue qu'on l'espère. Donc, au 3 décembre, on trouve le Nasdaq cher à 8450, 8005. Et là, d'un seul coup, 3 mois plus tard, alors qu'il n'y a plus de croissance, plus de buybacks, au même prix, on dirait que finalement, le rebond peut se poursuivre. J'avoue que là, j'ai du mal à comprendre. C'est mon esprit de rébellion. Non, c'est la logique des flux qui a permis simplement de faire remonter toutes les embarcations, voire tous les Titanic, de quelques dizaines de pourcents. Mais globalement, ces valorisations n'ont évidemment strictement aucun sens.
compte tenu de la chute des dividendes cette année, de la disparition des buybacks et de l'absence de lisibilité sur la croissance présente ou future. Je vous parlais également de mutinerie. Ça pourrait bien être également le début de la mutinerie des créanciers de la France. Les émissions les émissions hebdomadaires se placent de plus en plus difficilement. Or, il y en a justement une aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que la France va connaître une récession de 9 à 10%, non pas sur le deuxième et le troisième trimestre, non, sur l'ensemble de l'année, et pourrait se retrouver à 115% de déficit, peut-être, pourquoi pas 120, ça ne fait plus vraiment la différence, mais enfin on va passer de 100 à 115 et déjà ça, c'est suffisamment angoissant. Et nos créanciers savent que la France va être le dernier pays à se redresser après pratiquement tous ses voisins et concurrents européens. La France, la dernière à déconfiner, la dernière à redémarrer, et c'est celle qui va finalement perdre toutes les parts de marché, puisque ce sont évidemment ceux qui auront redémarré avant, qui vont emporter tous les marchés qui peuvent l'être. Alors attention, si on voit le rendement de nos OAT dépasser les 0,30% au cours des prochaines semaines, c'est que ça commence à sentir le gaz. En ce qui concerne les marchés d'actions, à mon avis, donc nous sommes arrivés au maximum de ce que l'on pouvait espérer. En tout cas, les niveaux actuels sont injustifiables en termes de valorisation. Je disais hier qu'il était peut-être prudent de se couvrir entre 4520, 4530. Nous avons eu tout le temps de le faire. Nous avons tout le temps de le faire mardi. Et la question est de savoir maintenant si on ne risque pas d'accélérer à la baisse avec la cassure des 4250. Donc là, surveillez ces niveaux. Si l'on est rapidement de retour sous 4250, ça veut dire qu'une consolidation, une seconde vague de baisse, court terme, voire moyen terme, pourrait s'enclencher. Et puis n'oubliez pas que nous ne sommes pas très très loin maintenant du mois de mai. On dit souvent sell in May and go away. Cette fois-ci, le mois de mai sera assez tristoun en termes de distribution de dividendes, donc il n'y aura même pas cet apport mécanique pour soutenir les valeurs françaises. Alors, ce qu'on observe aussi depuis presque 3 semaines, c'est l'hyperconcentration des achats aux États-Unis sur les GAFAM, sur toutes les valeurs participant à ce qu'on appelle l'économie numérique. Autrement dit, le Nasdaq n'est remonté une nouvelle fois que grâce à peine 10% de ses composantes, et on pourrait même dire que 5% de ces composantes représentent 90% du terrain repris. Ce qui veut dire que si vous êtes à la chasse des bons dossiers, des valeurs solides, de celles qui ont une croissance régulière, qui distribuent des dividendes sans jamais manquer un rendez-vous avec leurs actionnaires, attention, comme tout l'argent se concentre déjà sur ces dossiers, ils sont complètement surévalués. Voilà. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce pour participer à notre live de jeudi. Eh bien, rejoignez-nous. Rejoignez les abonnés de la lettre confidentielle et on vous retrouve avec grand plaisir demain.